Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo Tintin. On se retrouve aujourd'hui dans ma chambre, devant mon ordinateur, car j'avais envie de faire une vidéo qui nécessite mon ordinateur. J'ai vu depuis quelques temps, depuis quelques années même déjà, des gens faire des tier lists, souvent de leurs meilleures lectures ou de toutes leurs lectures de l'année, enfin voilà, de classer les lectures qu'ils ont fait avec un système de notation. Dernièrement, j'ai vu 2 vidéos qui le faisaient et qui m'ont donné très envie. La première, c'est celle de Tibooks, ou Tib, je sais plus quoi, je vous mettrai sa chaîne juste ici, c'est un nouveau booktuber, un garçon qui parle de livres, donc je le mentionne car c'est suffisamment rare, qui est arrivé sur YouTube la semaine dernière il me semble, et il a fait une grande vidéo avec une tier list de toutes ses lectures de l'année, et je trouve que c'est une bonne manière de se présenter de façon littéraire, comme ça on voit tout de suite vers quel genre se dirige la chaîne. Et j'ai vu également la vidéo de Paper Palace, qui l'a faite il y a un mois, je crois 4 semaines, où elle a classé toutes les lectures du book club de son Patreon. Je vous mets également sa chaîne juste ici, que vous pouvez aller consulter si vous voulez. Je garde l'eau à portée de main car il va falloir boire de l'eau fraîche. Étant donné que je vous ai déjà fait ma vidéo avec mes meilleures lectures de 2024, j'ai décidé donc qu'avec cette tier list, je classerai mes pires lectures de 2023 d'ailleurs, pas 2024. J'ai choisi tous les livres que j'ai soit abandonnés, soit mis 1 étoile, soit mis 2 étoiles. Il y en a une petite vingtaine, je crois pas grand chose. Et j'ai eu une plutôt bonne année de lecture, et on va les classer selon 4 catégories. Évidemment, ces avis n'engagent que moi et moi-même, ils n'ont d'intérêt que celui que vous lui donnez, je vais être sûrement sarcastique, je vais sûrement être méchant envers des livres que vous avez probablement aimés, mais en tout cas, ça ne... Si, pour certains, je vais peut-être être un peu vilain, mais enfin voilà, je sais que ce genre de vidéo va forcément prêter à confusion, je fais pas ça justement, enfin seulement par pure méchanceté, je le fais parce que ça m'amuse et que je trouve ça drôle, mais si je vous parle de 20 livres aujourd'hui, j'ai parlé de 150 autres livres dans l'année de façon beaucoup plus élogieuse que ceux-ci. On va donc commencer, j'ai préparé 4 catégories, j'avais du mal un peu à les classer, mais du coup j'ai fait une première catégorie, c'est tu m'en touches une sans bouger l'autre, je pense que c'est assez équivoque. C'est en gros des livres qui auraient pu me plaire, enfin voilà, qui ont quelque chose, j'ai pas forcément... Je leur reproche pas grand chose, mais ça ne fait pas mouche, ça ne fonctionne pas avec moi. Une autre qui s'appelle Qui lit ça, ce sont des livres que je reconnais peut-être un certain talent dans leur genre, mais qui n'étaient pas pour moi, je ne suis pas la cible, alors qui lit ce genre de livre? J'ai prévu la catégorie C'était bien il y a 80 ans, ce sont des trucs qui... Et encore, C'était bien il y a 80 ans, je vais rajouter un point d'interrogation. Des livres dont je me pose la question, c'est est-ce qu'ils ont mal vieilli ou alors est-ce qu'ils sont juste tout simplement mauvais? Et la dernière catégorie, c'est rembourser la forêt, parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, mais il y a des éditeurs, ils publient des bouses, et on n'a déjà pas beaucoup d'arbres sur Terre, faut arrêter le massacre. Il n'y a pas forcément d'ordre particulier, j'ai pris tous les livres de l'année que j'avais mis des mauvaises notes. En premier, Queer de William Burroughs, qui est un livre qui parle de quoi? Je me rappelle plus, c'était un mec qui était perdu au Mexique, et qui est parti prendre de la drogue. Il était homosexuel, il allait prendre la drogue, vous savez, qui fait totalement vriller, là. C'était bien il y a 80 ans, voilà. Burroughs, c'est vraiment genre un mec qui a eu une certaine importance dans la littérature à une certaine époque, qui, je pense, aujourd'hui est totalement dépassé et dont on peut facilement se passer la lecture. En tout cas, je ressors absolument pas grandi de cette lecture, j'en retiens, vous voyez, presque rien, et j'ai trouvé ça chiant, violent, gratuitement. Cette violence et le fait de traiter l'homosexualité, c'était sûrement novateur il y a quelques années, je crois que c'est un auteur de la... quelle période? Kerouac et tout ça, là, Ginsberg... Beat Generation, je suis même pas sûr, hein, d'ailleurs, mais j'ai l'impression... Et en plus, le mec était totalement détestable, il a tué sa femme, je crois. Station Eleven, je vais le mettre dans Tu m'en touches une sans bouger l'autre de Emily St. John Mandel. Je sais qu'en fait, ça a pas fait mouche avec moi, probablement parce que j'avais un avis erroné à cause de ce que j'en avais entendu. Tout le monde avait été assez dithyrambique avec Emily St. John Mandel, surtout sur Station Eleven, c'est celui qui, je pense qu'il l'a fait un peu exploser et que les gens après ont relu L'Hôtel de Verre. Je sais pas si L'Hôtel de Verre est sorti après. Dans tous les cas, moi j'ai pas vraiment apprécié, alors que ça avait vraiment tout pour me plaire pour le coup, car on était avec une troupe de théâtre ambulant, il y avait des musiciens, on parlait beaucoup de la notion de l'art, etc. Enfin, c'est ce à quoi je croyais, et en fait c'était assez anecdotique, j'ai trouvé ça un peu moyen. Le Monde selon Garp de John Irving, c'est pas que je suis pas la cible, je pense. Pareil, je vais le mettre dans Tu m'en touches une sans bouger l'autre, mais derrière Emily St. John Mandel, parce que celui-là, je ne suis même pas allé au bout.
J'ai beaucoup aimé le début, une plume assez acerbe, etc. Ça pourrait être dans C'était bien il y a 80 ans. Je sais pas si c'est parce que le texte a mal vieilli ou que maintenant on est plus habitué à ce genre, ou je sais pas. Mais j'ai même pas réussi à aller au bout car je m'ennuyais totalement vraiment avec ce texte. J'ai eu du mal à me plonger dedans. La maison au bord de la mer Cyruléenne, ça je le mets pareil dans Qui lit ça. Ça a été un abandon, c'était pour le book club de Cornelius. C'est écrit par TJ Klune et c'est édité chez De Saxus. Je mets Qui lit ça parce que je trouve que c'est quand même assez représentatif d'une nouvelle littérature sans forcément la critiquer. Je la critique un peu quand même. Pour qui ? Pour qui c'est de la cozy fantasy, on est dans un espèce d'orphelinat où tous les enfants ont des pouvoirs magiques, on est avec deux personnages principaux qui sont homosexuels. En fait, c'est la littérature qui est pour moi écrite selon un cahier des charges, en tout cas c'est comme ça que je la ressens quand je la lis, et c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus souvent, le cahier des charges de la diversité, de l'inclusivité, de la douceur, pas trop de violence, pas trop de brusquerie. C'est pour ça que je mets aussi Qui lit ça, parce que je sais que je suis pas la cible et qu'il y a des gens que c'est ce qu'ils recherchent dans leur lecture et dans la littérature. Moi pas du tout, je suis passé à autre chose. C'est aussi de la littérature jeunesse, young adulte, donc j'ai beaucoup plus de mal avec ce genre de truc, enfin ce genre de littérature, donc je le mets dans Qui lit ça. Vous voyez, en fait, c'est pas vraiment des catégories du pire au moins pire, à part la dernière où c'est vraiment les bouse. Les trois autres, c'est des catégories différentes. Il y a un code couleur, mais c'est plus ou moins AD2, enfin bref, vous avez compris ou pas, mais c'est pas grave. La leçon du mal de Yusuke Kishi, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, j'hésite bien à mettre Rembourser la forêt, parce que c'est vraiment une grosse déception, tellement j'ai apprécié la première moitié, et j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires, même si j'y ai pas répondu, je les ai lus pour l'instant je suis à jour de lecture, quelqu'un, je ne sais plus qui par contre, qui me disait qu'elle était plutôt en désaccord avec moi, je crois que c'était une femme, en désaccord avec moi, qui elle avait apprécié cette seconde partie du roman, qui est tout aussi sombre et pour elle nécessaire à l'avancée du texte, alors que moi, je l'ai trouvé sordide, cette deuxième partie du roman qui part totalement à volo. Donc c'est même pas Tu m'en touches une sans bouger l'autre, Qui lit ça. Peut-être je suis pas la cible, je suis pas un gros lecteur de thriller ou quoi, mais pour franchement, la déception que j'ai ressentie après une première partie que j'ai trouvée excellente et la seconde partie que j'ai trouvée beaucoup plus en deçà, je me le mets dans Rembourser la forêt. Sauvons la planète. Changer méthode je reconnais la chaise, il n'y a même pas le titre. Changer méthode de... Comment il s'appelle ? Édouard Louis. Ah, j'hésite. Je vais le mettre dans Rembourser la forêt parce que c'est même pas Tu m'en touches une sans bouger l'autre, parce que j'étais quand même un peu énervé à la lecture, surtout sur la deuxième moitié. Qui lit ça, la cible, je vois très bien. C'est des hommes blancs, trentenaires à peu près comme moi qui doivent lire ça, homosexuels de surcroît. C'était bien il y a 80 ans, non, parce qu'on va un peu plus loin que... Enfin, quoique non, parce qu'en fait, il fait ce que Héribon et Annie Ernaux faisaient avant lui, bien mieux. Donc ça pourrait être dans C'était bien il y a 80 ans, mais je vais le mettre dans Rembourser la forêt parce que j'aime vraiment pas ce que l'auteur a fait de ce texte, et de ce que ça en dit, et de ce qu'il en dit sur la ruralité, sur l'homosexualité, la fin qui justifie les moyens à tout prix, enfin voilà. J'en ai déjà assez longuement parlé. Annabelle de Kathleen Winter, ça va être Tu m'en touches une sans bouger l'autre, et je vais le mettre devant Station Eleven parce que j'ai quand même eu un peu plus d'intérêt. C'est quelque chose qui a mal vieilli, pas il y a 80 ans, parce que c'est un roman qui parle d'intersexualisation, oui, c'est ça, des personnes intersexes. Le texte a une vingtaine d'années, je crois, enfin peut-être même 30-40 ans. Si c'était dans les années 80, ça fait déjà 40 ans. Et donc il emploie encore le terme de hermaphrodisme, donc c'est un texte qui a quand même un peu vieilli. Sinon franchement c'est pas détestable, sauf que j'en ai plus aucun souvenir. Même à la lecture c'était un petit pavé de 40-50 pages je crois, 400-500 pages. J'avais pas été vraiment embarqué, je pense qu'il m'avait manqué quelque chose, de la sensibilité ou je ne sais pas, mais voilà, j'en garde pas un souvenir immense, c'est ok. Je pense que typiquement, c'est le genre de texte, le genre de sujet qu'on aborde beaucoup mieux de nos jours, et que celui-ci n'a pas été suffisamment impactant pour qu'il fasse mémoire, et qu'on peut se diriger vers d'autres textes maintenant. Le Nao de Brown, pareil, je le mets là, et je le mets devant Le Monde selon Garp, parce que étant donné que je suis même pas allé au bout du Monde selon Garp, le Nao de Brown, c'est une bande dessinée dans laquelle on suit... Alors c'est très flou encore une fois, j'ai vraiment du mal à retenir les livres qui m'ont pas marqué.
logique. On suit une personne qui a des pulsions de violence. Je crois que c'est quelque chose qui est totalement explicable scientifiquement ou psychologiquement. En tout cas, on vit tous avec ça, et moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que sur ce point-là, c'est un phénomène dont on n'entend pas souvent parler, donc c'est assez sympa que cette BD le traite. Mais j'avais pas spécialement aimé le trait, et je ne me rappelle plus du tout de l'histoire. Enfin, vraiment, à part le fait que cette personne, je saurais même plus dire si c'était un ou une femme, le personnage principal, a des excès de violence. Aucun souvenir. Donc tu m'en touches une sans bouger l'autre. Je sais que c'est un graphique qui est très apprécié. Donc je m'ai pas remboursé la forêt parce que j'étais pas énervé. Je pense pas que c'est vraiment mal vieilli. Et la cible, pour le coup, je pense que c'est assez universel, que ça peut parler à tout le monde. Là, par contre, typiquement, les exploits d'un Don Juan, c'était bien il y a 80 ans, même plus que ça, car c'est Guillaume Apollinaire. Les exploits d'un Don Juan, c'est un roman érotico-pornographique d'un jeune homme de à peine 14-15 ans qui découvre le plaisir sexuel, ou en tout cas sa sexualité, en faisant l'amour avec toutes les personnes qui l'entourent, à savoir sa sœur, sa mère, sa tante, non peut-être pas sa mère, mais sa sœur, sa tante, la bonne, la voisine, la cousine, enfin voilà. C'est aucun intérêt, franchement zéro intérêt, à part faire un mauvais porno. L'affaire Alaska Sanders, ça peut tout de suite partir dans Rembourser la forêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça fait 4 ans que Joël Dicker écrit le même roman et qu'il change juste le titre et un peu l'histoire, mais aucune innovation. À l'époque, j'avais beaucoup aimé quand comment ça s'appelle, La vérité sur l'affaire Harry Kéber était sortie. Avec du recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas forcément un très très bon texte, mais que c'était très divertissant. Faut savoir ce qu'on va y chercher. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, tu as envie de lire un bon polar l'été, c'est parfait. Outre ça, il n'y a pas grand chose à en tirer. Et le problème que j'ai avec Joël Dicker, c'est que depuis, il écrit le même roman en boucle en changeant juste 2-3 trucs dans le code. Là, il se rend compte que je pense que ces romans ont peut-être un peu moins marché, donc il retourne avec les personnages de Harry Kéber et du livre des Baltimore. Ça fait pas beaucoup plus mouche en fait. Non. Un autre, Rembourser la forêt, on veut des arbres. L'Abvona de Otessa Moshfegh, une espèce de farce médiévale dans lequel on suit un père et son fils. Le fils a tous les défauts de la terre, il est pas très beau, il est pas très intelligent, il est un peu neuneux, il est un peu cucu, enfin voilà. Et il tue le fils du bourgeois du village. Et donc il y a un échange qui se fait, le bourgeois, enfin le maître, le comte, le vicomte, je sais plus quoi, enfin le gars qui tient le château, donne le corps mort de son enfant au père du jeune garçon qui n'a pas la vie facile, et le jeune garçon qui n'a pas la vie facile va vivre au château et devient le fils du comte. C'était crade, c'était chiant, non, pas pour moi du tout. Je trouve que c'est sordide comme texte, et que ça n'a pas lieu de... Enfin, je vois pas où est-ce que ça nous mène. À part critiquer la religion, mais bon, elle avait d'autres moyens de le faire que ce qu'elle en a fait. My Absolute Darling, j'hésite entre Kilissa... Enfin, c'était bien il y a 80 ans, parce que pareil, je pense que c'est un texte qui a vieilli déjà, alors que c'est pas si vieux que ça, ou Rembourser la forêt, parce que ça m'a énervé. Ça m'a énervé, donc je vais le mettre dans Rembourser la forêt, et assez haut. C'est le trope assez classique et qu'on revoit, c'est pour ça que je dis c'était bien il y a 80 ans, parce que c'est quelque chose qui revient en boucle, hein. Ça devient un marronnier maintenant des rentrées littéraires. On suit une petite gamine dans la forêt, qui doit se débrouiller par ses moyens, par ses propres moyens, qui est toute seule, qui a perdu... père et mère, etc. Ou non, je crois que là, elle est pas orpheline, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la gamine qui survit un peu seule dans la forêt, baroudeuse, etc. Le problème que j'ai eu avec ce bouquin principal, il y en a d'autres, mais le principal, c'est que j'ai trouvé ça très très mal écrit, à tel point que je n'arrivais absolument pas à me projeter. J'ai trouvé que les scènes étaient très brouillonnes. À un moment, j'ai cru qu'on était en train de faire du feu sous l'eau, tellement la scène était mal écrite et mal décrite. Donc, My Absolute Darling, non merci. Nevada de Imogen Binnie, je vais le mettre dans Tu m'en touches une sans bouger l'autre, et je vais le mettre assez haut parce que c'était vraiment pas détestable. Pour le coup, c'est un texte qui a déjà une 15aine d'années et qui reste très 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 actuel sur les questions de transidentité. Donc pour le coup, je peux pas du tout le mettre dans C'était bien il y a 80 ans ou Kilissa, enfin c'est un roman américain qui est à mon avis assez fondateur sur la notion de transidentité, et j'ai adoré la première moitié du roman où on est avec une femme trans qui nous raconte du coup tout son quotidien de femme trans, sans nous parler forcément de sa transition, mais de ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'est juste que la seconde partie, j'ai pas du tout compris le choix de l'autrice qui nous a fait partir. Alors c'est même pas un road trip, hein, on change d'état
suite à un road trip, on change d'état et on arrive avec un autre homme et on part dans une discussion sur l'autre moitié du roman. C'est une discussion entre cette femme trans et le jeune garçon et j'ai trouvé ça chiant à mourir. La maîtresse des épices, publié chez Piquier, je vais le mettre dans... Rembourser la forêt. Non, peut-être c'était bien il y a 80 ans. C'est pas si vieux, je sais pas de quelle année ça date ce truc. 2002 pour la traduction, donc oui, ça a déjà une vingtaine d'années. Je vais le mettre plus en haut parce que c'était pas si horrible. Mais La maîtresse des épices, c'est un roman où on est avec une femme qui devient sorcière en gros, sauf qu'elle a une espèce de malédiction, elle est enfermée dans sa boutique et elle doit guérir les gens qui viennent la voir. Et elle ne pourra jamais tomber amoureuse, elle ne pourra jamais avoir de petits copains, etc. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive et elle en tombe amoureuse et l'homme qui tombe amoureux d'elle aussi arrive à voir par-delà son physique de sorcière et voir son vrai elle intérieur. C'est un schéma narratif qu'on voit revenir assez souvent maintenant et qui, je pense, n'était déjà pas très très novateur dans les années 2000 et qui en plus n'est pas spécialement bien exécuté. J'ai trouvé que on nous installe un système de magie pour au final ne pas le respecter sans donner de justification au fait qu'on ne respecte pas les codes qu'on nous donne, donc voilà. Qui lit ça pour Cro-Blanc? C'est purement parce que j'aime pas vraiment le nature writing, enfin je suis pas un grand adepte du nature writing, et pour le coup, oui je vais me mettre quand même devant La mer céruléenne, c'est un classique de la littérature où on va être dans la tête d'un loup, et je me suis fortement ennuyé, hein. Vraiment j'adore Jack London quand il parle de réalité sociale, économique, etc. Martin Eden, ça a été une pure claque. Mais là, le Jack London des grands espaces, donc L'appel de la forêt ou Cro-Blanc, c'est pas du tout pour moi, je ne suis absolument pas la cible, donc ça doit exister, mais c'est pas moi. La langue des choses cachées, pareil, je sais que Cécile Coulon a un public, je l'ai mis dans 2023 d'ailleurs, mais j'ai dû le lire en tout début 2024, ou peut-être à la fin de l'année, parce que je l'ai reçu en service de presse. La langue des choses cachées, c'est une fable poétique. Alors, qui lit ça, je sais, moi, c'est moi la cible. En fait, je pense que je suis totalement la cible. C'est vraiment un texte très court, où il y a peu de mise en contexte, où tout est fait en douceur, avec des métaphores, etc. Donc c'est vraiment très précis comme littérature, je trouve. C'est un peu de la littérature de niche qui ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est tellement spécifique et précis qu'il faut avoir une attache quelconque dès le début du roman, sinon tu te fais chier durant les 150 pages, je crois, que compose le texte. Et ça a été exactement le cas avec moi, j'ai eu aucune attache, j'ai pas été sensible du tout à la plume de Cécile Coulon. Et sur ce genre de texte, c'est problématique car c'est quand même un exercice de style, je trouve, donc si tu n'es pas attaché à la plume, tu vas pas bien loin. Seven Days, qui est le premier tome d'une duologie, je crois, en manga. Là, je sais que j'étais pas du tout la cible. On est dans un yaoi, je crois. Je sais même pas si c'est ça le titre, mais en tout cas dans le genre de manga homosexuel. Alors je sais pas si yaoi ça veut forcément dire qu'il y a des scènes pornographiques ou pas, mais en tout cas je crois que dans celui-ci il y en avait. Dans ce manga là, l'histoire c'est que il y a la star du lycée, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui change de petit ami tous les 7 jours. Et là il va prendre un garçon comme petit ami, et son but en gros ça va être d'aller au-delà de ces 7 jours. En tout cas pour la personne qui est choisie de faire vraiment tomber amoureux ce gars, et parce qu'il lui il en est fou amoureux, et que cet amour dure plus que 7 jours. Déjà ça m'énerve quand on est dans de la littérature jeunesse où on est avec un personnage a priori hétérosexuel qui devient homosexuel, et là en un claquement de doigts, hein, comme ça le mec a toujours eu des petites copines et là il tombe amoureux, enfin il prend pour petit ami un garçon. C'est vraiment quelque chose qui me plaît pas, et je crois que ça arrive régulièrement dans les mangas japonais, dans les yaoi. Donc bon, je passe mon tour, j'en avais jamais lu en fait, et je voulais voir si ça me plaisait. C'est sûr que non. Rembourser la forêt pour Malgré toute ma rage, ou malgré je sais plus, malgré toute leur rage, enfin bref, Jérémy Fell. Et là je pense que je le mets derrière l'Abvona, mais pareil, c'était une lecture de la rentrée littéraire. C'est un polar qui se passe en Afrique du Sud, où 4 copines vont aller en Afrique du Sud pour faire un voyage entre copines. C'est leur première fois qu'elles quittent leurs parents et qu'elles partent en vacances sans eux à 18 ans. Et sordide. Vraiment, je crois que ça a été ma seule phrase sur Goodreads pour ce roman, sordide. Tout part à volo, on est vraiment dans le dégueulasse, totalement gratuit. Et mais vous voyez, comme l'Abvona, en fait, je comprends pas le but, c'est même pas intéressant sur le plan psychologique, selon moi, c'est juste
un déballage pas du tout pudique, dégueulasse. Fondation de Asimov, est-ce que c'était bien il y a 80 ans? Je sais pas exactement de quand ça date, Fondation, mais c'est pas tout nouveau. Effectivement, c'est pas tout nouveau, oui, c'est du début du 20e, là, je pense. J'ai écouté le premier tome en audio, et bah ça a mal vieilli, c'est de la science-fiction de il y a... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, de but en blanc. 42 pour le premier tome, donc ça a déjà 80 ans. Bah c'était bien il y a 80 ans, point d'interrogation. Oui, je pense qu'il y a 80 ans, c'était assez novateur sur le thème de la science-fiction, enfin dans le genre de la science-fiction. De nos jours, on peut lire de la bien meilleure science-fiction. Je pense que ça, par contre, ça peut être un texte fondateur, ça doit être même un texte fondateur de la science-fiction moderne. Mais moi, là, en 2020, j'ai pas du tout envie de lire ça, je me suis fait chier, il n'y a pas un seul personnage féminin. Le mode de narration était plutôt sympa, enfin, il y a quand même des idées qui me restent. Je me rappelle, on est avec un mec qui raconte la construction d'une planète, etc. Mais j'ai pas eu envie du tout d'aller plus loin que ce premier tome. C'était... pour de la culture personnelle. Ça, je sais que je ne suis pas du tout la cible, c'était pas mauvais, mais c'est un polar, c'est L'eau rouge, publié chez Agulot et chez Point pour le Poche. L'eau rouge, c'est en fait, ce qui m'a gêné, c'est que on est dans un polar qu'on nous vend comme un polar un peu politique, historique, qui prend place en Croatie. En Croatie, on nous dit que vraiment l'histoire va avoir une importance, l'histoire de tous ces États baltes, etc., de l'Europe de l'Est. Et en fait, c'était très anecdotique, on se concentrait beaucoup plus sur le polar au sens propre du terme, et je suis pas un grand amateur de polar, donc je ne suis pas la cible. It Starts With Us, le tome 2, alors je sais très bien que je ne suis pas la cible et je pourrais le mettre en première position, mais je vais quand même le mettre dans Rembourser la forêt parce que les bouquins de Colleen Hoover, donc en français ça doit être À tout jamais. Celui-ci je l'ai lu parce que j'avais déjà lu pour un challenge de la chaîne YouTube Jamais plus, je crois. Enfin, en tout cas c'est une duologie, j'avais lu le premier tome, et vu que celui-ci est sorti cette année, je me suis dit bon bah allez je vais le lire, c'est la suite. Et autant j'avais pas détesté le premier tome, enfin voilà, le premier tome il aurait été tout à fait dans Qui lit ça, je sais pertinemment que je ne suis pas la cible pour la romance contemporaine new adulte, et pourtant j'avais pas passé un moment désagréable, c'était voilà 400 pages que tu vois pas passer, que tu bouffes comme un téléfilm TF1, même si c'est absolument pas, bah oui, il y avait rien d'original quoi, on est avec un mec qui est SDF et qui tombe amoureuse de la jeune fille qui habite dans la maison d'à côté de laquelle il squatte. L'histoire se terminait très bien, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, c'était carré quoi, le téléfilm était très bien. Sauf que ça a tellement fonctionné que Colleen Hoover a voulu faire du fric, j'imagine, et elle a écrit cette suite qui n'était même pas pensée par l'autrice, hein. Ça a été vraiment une demande des fans et de l'argent, l'appel des sirènes de la monnaie. Et donc elle a écrit cette suite qui n'a aucun fichtre intérêt, qui était chiante à crever, que j'ai vraiment pas apprécié. Dario Diofebi, Paradise Nevada, je vais le mettre dans Tu m'en touches une sans bouger l'autre, et celui-là je le mets à côté du Monde selon Gare parce que je l'ai pas terminé non plus. C'est un gros pavé de 600 pages dans un hôtel dans un grand hôtel casino de Las Vegas, et c'est un roman choral, je crois que j'ai déjà dit, où on va suivre plein de personnages, sauf qu'il y a un personnage qui est plus ou moins le personnage principal, qui était joueur de poker professionnel, et du coup, il y avait beaucoup trop de passages sur le poker, à tel point que moi, ça me plaisait pas. Donc, je dis pas qu'il faut être forcément joueur de poker pour lire ce bouquin, mais si vraiment, comme moi, ça ne vous intéresse pas du tout ce qui est un peu technique de bluff, mensonge, etc., c'est pas un truc qui me fait délirer en littérature, passez votre chemin. Le café où vivent les souvenirs, là, pareil, on rembourse la forêt, on a besoin d'arbres pour respirer. C'est le 3e tome de Tant que le café est encore chaud, du développement personnel avec des souliers mais énormes, c'est même plus les bottes de 7 lieues, hein, là c'est les bottes de 18 lieues, cuculapraline mais à souhait, qui te défonce des portes ouvertes, qui t'enfonce des portes ouvertes à toutes les pages. Je n'ai pas apprécié une seule page de ce livre, je crois. Ça va, il n'en faisait que 200 et ça se lisait à la vitesse de l'éclair, tellement ce que l'auteur voulait nous dire, c'était clair comme de l'eau de roche. Donc ça pourrait très bien être dans Qui lit ça, parce qu'on est pareil dans un nouveau genre, enfin dans un nouveau sous-genre de la littérature qui est cette littérature asiatique réconfortante. Désolé, j'ai les bonbons qui collent au paquet à force d'être assis. Cette littérature asiatique réconfortante dans laquelle on arrive à distiller des petits trucs de
comment dire, de développement personnel. Il y en a pour lesquels ça marche très bien parce que c'est fait délicatement et avec précision, et là je pense à l'été de la sorcière, et il y en a d'autres pour lesquels je déteste, et ça fait partie, enfin celui-ci en fait partie. Choc terminal de Gaiman, bah là, non pas Gaiman, je sais plus comment il s'appelle le mec qui a écrit ça, attendez. Swiderlich de machin Stephenson, j'ai même pas regardé son prénom. Bref, c'est publié chez Albin Michel Imaginaire. Qui dit ça? Je suis absolument pas là. Non, je vais même le mettre dans C'était bien il y a 80 ans, parce que pour le coup, je trouve que c'est déjà daté. Le bouquin est tout récent, hein, mais c'est un roman post-apocalyptique où on nous raconte le dérèglement climatique et comment ça va totalement bousiller la planète. Et donc, on est avec je sais plus si c'est la reine ou la princesse du Danemark ou un truc comme ça. Un scientifique du Texas, un chasseur de crocodiles, enfin un groupe un peu hétéroclite qui se forme pour essayer de sauver la planète Terre. Ça avait tout du téléfilm NT1 ou TMC de le jeudi soir à 21h. Le truc totalement catastrophique, genre les Shark vs Tornado, vous voyez là, les requins qui volent contre les tornades. C'était exactement ça. C'est un truc qu'on voit déjà depuis, il y a eu 2012, le film qui a vraiment explosé dans le genre, mais sinon, on n'en a pas besoin, quoi. Et la fille qui se noie, je vais le mettre dans Tu m'en touches une sans bouger l'autre parce que je lui reconnais des qualités et que le livre a été plutôt apprécié par plusieurs personnes. C'est Kiernan, l'autrice, Kathleen Kiernan, je crois, publié chez Albin Michel Imaginaire également. Moi, je suis aussi pas la cible, je pourrais le mettre dans Qui lit ça. D'ailleurs, pour des questions d'équité, je vais le mettre là-dedans, mais je vais le mettre plutôt devant, enfin derrière Cro-Blanc, parce que c'était pas mauvais. Je pense que dans son genre, c'est pas mauvais, mais c'est un roman qui traite de la schizophrénie et des brumes de l'esprit, du fait qu'on est avec une narratrice non fiable pour le coup, parce que cette narratrice est schizophrène et on sait jamais quand elle nous parle si elle est vraiment consciente de ce qu'elle nous dit, si ce qu'elle nous raconte c'est la vérité, etc. Et moi c'est un truc que je déteste en littérature de ne pas savoir. Autant avec Lolita de Humbert Humbert, de Nabokov, à chaque fois je dis que c'est Humbert Humbert l'auteur de ce bouquin. Lolita de Nabokov, en fait c'est un peu sous-tendu qu'on sait pas si le narrateur est fiable ou non, mais l'histoire telle qu'on nous la raconte, elle a quand même une ligne de temps assez linéaire, enfin c'est assez linéaire dans l'histoire. Mais là dans La fille qui se noie, c'était vraiment à chaque chapitre que j'ai lu, parce que je suis pas allé au bout, mais on se pose la question, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que je dois la croire ou pas? L'histoire n'avance pas, enfin pour moi l'histoire n'avançait pas dans ma tête parce que je savais pas si c'était vrai ou pas, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois, hein. C'est mon avis et le mien seulement. Vous avez le droit d'aimer et d'adorer ces bouquins. Je pense notamment à Station Eleven, à My Absolute Darling, je sais que beaucoup de gens ont aimé. La leçon du mal de Kizuki, pareil. Enfin voilà. Kishi. Yuzuke Kishi. Bref, je sais qu'il y a des romans là-dedans, dans cette liste, qui sont des romans coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Donc ne vous offusquez pas de mon propre avis, ce n'est pas bien grave. On a le droit d'aimer ce que l'on veut. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si t'as envie de la faire voyager, tu peux la partager. Si t'as envie de discuter, tu peux la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.